Bienvenue sur cette formation Google Ads. Donc l'objectif de la formation, c'est qu'au bout de celle-ci, vous en ressortiez avec toutes les bases qu'il faut pour lancer votre campagne et que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc je veux que ça soit à la fois théorique et surtout pratique, mais pour bien pratiquer, vous avez besoin de la théorie. Donc on ne peut pas simplement appuyer sur des boutons sur Google Ads, on a besoin, comme un scientifique, de disséquer, de regarder comment Google Ads fonctionne pour pouvoir au mieux l'utiliser, le manipuler par rapport à nos besoins. Donc, on va commencer avec une introduction. Donc, d'abord, une question qui se pose, c'est que pourquoi Google? Donc, c'est très simple. Donc, Google, ça représente quasi 90% des parts de marché en France. Donc, Bing représente 5%. Et après, il y a d'autres moteurs de recherche de type Yahoo, DuckDuckGo. Et même, là, on parle de ChatGPT qui va prendre la place de Google. Pour le moment, l'impact ne se voit pas dans le monde des moteurs de recherche. Par contre, il y a certains pays dans lesquels Google n'est pas majoritaire. Par exemple, Russie. En Russie, ils ont leur propre moteur de recherche. En Chine également. Donc, lorsque vous êtes sur des marchés internationaux, il faut mieux vous vérifier les parts de marché. Mais en tout cas, les plus gros à savoir, c'est Russie et Chine. Et il me semble qu'aux États-Unis, Microsoft a quand même une bonne part de marché. Donc, en France, on est à 5%. Mais aux États-Unis, me semble-t-il, ils sont à 20 ou 30%. Donc, si vous faites des campagnes aux États-Unis, vous pouvez vous dire que Bing, ça peut être un moteur à utiliser. Donc, tout ce que vous allez apprendre là sur Google Ads est également valable sur Bing Ads en beaucoup plus facile. Vous pouvez directement importer vos campagnes Google Ads sur Bing et vous maîtrisez déjà deux leviers. Donc, tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est le search, c'est l'offre principale de Google. Donc, en fait, il y a des emplacements payants. Il y a à chaque fois écrit sponsorisé. Donc, il y a des emplacements en haut de page et des emplacements en bas de page. Et c'est souvent au-dessus du SEO. C'est toujours au-dessus du SEO. Donc, il y en a souvent 4 au-dessus et en bas, il y en a 3. Donc, sur la page, il y a 7 emplacements réservés. Donc, comme ça, vous les visualisez. C'est à chaque fois sponsorisé. Et c'est ce que vous voyez en premier parce que forcément, Google doit gagner de l'argent. Et il gagne de l'argent principalement avec le search. Donc, il a d'autres leviers, d'autres produits qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est le principal et qui permet en tout cas de quasi tout faire. Tac. Après, ils ont également, le deuxième outil qui est beaucoup plus utilisé, c'est ce qu'on appelle Shopping, PLA ou Google Shopping. Donc ça, c'est réservé aux e-commerçants. C'est typiquement lorsque vous voyez une photo, le nom du produit, la marque et le prix. Ça, c'est ce qu'on appelle du Google Shopping et c'est utilisé exclusivement par les e-commerçants. Donc, si vous n'avez pas un site e-commerce, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et sachez que c'est un must-have pour les e-commerçants. Donc, lorsque vous avez un e-commerçant, dites-vous que si vous avez 10 000 € de budget, quasi 8 000 va aller sur Google Shopping tellement c'est puissant et tellement ça fonctionne. Parce que c'est beaucoup, en tout cas lorsqu'on cherche un produit, le visuel attire beaucoup plus qu'une annonce textuelle comme celle-ci. Donc, je vais un peu rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est l'achat de mots-clés. Donc, en fait, je vais vous parler de quelques principes de ce produit-là. Donc, le premier, c'est qu'on doit sélectionner des mots-clés. Donc, des mots-clés en fonction de son activité et surtout avoir en tête qu'il faut prendre des mots-clés derrière lesquels il y a une intention d'achat. Donc, par exemple, si vous vendez des iPhones, essayez pas d'acheter le mot-clé uniquement iPhone, mais par exemple, si quelqu'un tape acheter un iPhone ou prix d'un iPhone, derrière, en tout cas sa requête, il y a une intention derrière qui est clairement identifiée et c'est sur ça qu'il faut aller. Donc à chaque fois que vous sélectionnez des mots-clés, posez-vous la question, est-ce que la personne derrière, lorsqu'elle recherche ça, va vraiment acheter? Donc lorsque vous avez fait votre liste de mots-clés là, la règle de base, c'est qu'en fait pour chaque mot-clé, vous mettez une enchère maximum que vous êtes prêt à mettre. Donc, c'est ce qu'on appelle le CPC ou le coût. Donc, il va y avoir beaucoup de jargon, mais en tout cas, il faut que vous l'ayez en tête. Par exemple, reprenons l'exemple de l'iPhone. Si je prends acheter iPhone, je vais mettre un coût par clic, par exemple, à 50 centimes maximum. Et je vais avoir d'autres mots-clés comme iPhone 16 Pro. Donc là, je vais mettre un coût par clic maximum à 70 centimes. Et à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur mon annonce, c'est là où je serai facturé. Je ne serai pas facturé avant. L'affichage n'est pas facturé. Il y a uniquement le clic qui est facturé. Donc en fait, en théorie, vous apparaissez pour apparaître au-dessus de quelqu'un d'autre. Vous payez 1 centime en plus. Mais ça, c'est en théorie. Donc, en fait, comment Google, comment il facture et comment il détermine l'emplacement? Il y a 2 éléments. Comme vous avez dit, il y a le CPC, donc le coût par clic, l'enchère que vous allez mettre. Et il y a ce qu'on appelle le score de qualité. Donc, en fait, le score de qualité, c'est que plus vous avez une qualité qui est supérieure, moins vous allez
payer cher votre CPC. Donc en fait, ça permet en tout cas de dépasser la concurrence si on a une qualité qui est supérieure à nos concurrents. Donc les avantages de Google, c'est par rapport à tout ce que vous voyez par rapport à Meta, LinkedIn, etc. C'est que lorsqu'on est sur Google, on a besoin de quelque chose, on n'est pas là pour faire autre chose. Quand je suis sur Google et lorsque je cherche par exemple un restaurant, j'ai vraiment besoin d'un restaurant. À ce moment-là, je ne suis pas là pour faire autre chose. C'est ce qu'on appelle un trafic intentionniste, c'est-à-dire qu'il y a une intention derrière. Donc, comme je vous disais, le modèle de facturation principalement est au CPC. Et il y a d'autres modèles de facturation lorsqu'on fait par exemple du YouTube, mais ça, c'est vraiment beaucoup plus rare. Et l'avantage, en fait, l'avantage de Google Ads versus même le SEO, c'est qu'on est capable d'attribuer chaque vente à chaque mot-clé d'une manière très très précise. Alors que sur SEO, on le fait beaucoup plus d'une manière globale. Je peux dire exactement est-ce que par exemple acheter un iPhone fonctionne mieux à 3h du matin le lundi uniquement sur mobile et uniquement dans cette région-là. On peut aller dans ce niveau de détail-là pour calculer et mieux attribuer le budget. Et c'est également un trafic que vous avez d'une manière quasi instantanée, quasi en temps réel. C'est que dès que vous mettez votre carte bleue, le trafic est quasi immédiat. Donc, comment est déterminée la position dans Google? Donc, comme je vous disais, il y a deux éléments. Il y a le quality score fois les enchères. L'enchère, pour rappel, c'est encore le CPC, c'est le coût par clic maximum que vous êtes prêt à mettre. Derrière, même si en fait maintenant on utilise beaucoup les stratégies intelligentes de type maximiser les conversions, maximiser les clics, derrière la manière de faire reste les enchères. Donc c'est ça qui fait votre position. Donc en fait, si vous avez des enchères qui sont très très élevées, vous mettez un CPC qui est très élevé et que votre quality score il est très bas, en fait vous allez payer pour la même position, vous allez payer beaucoup plus cher. Donc ça, je vais vous l'expliquer avec un cas théorique juste après. Donc en fait, le quality score, c'est le score de qualité. On utilise beaucoup de termes anglais. Donc il y a pas mal de critères. C'est un score qui est sur 10. Il y a pas mal de critères qui est pris en compte. Et c'est des critères qui sont vraiment logiques. Parce que en fait, Google, s'il ne fait pas attention à la qualité des réponses qui sortent sur Google, les utilisateurs vont délaisser Google. C'est pour ça que Google il est obligé de faire attention à la fois aux utilisateurs pour qu'ils aient à chaque fois la meilleure, en tout cas la recherche la plus pertinente qui leur sorte par rapport à leur recherche. Et également, vu que c'est une société cotée en bourse, ils doivent gagner de l'argent. Donc ils ont fait un juste milieu entre enchères et score de qualité. Donc le score de qualité, comme vous le voyez, en fait, il y a pas mal d'éléments il y a des éléments en tout cas officiel qui nous dit, il y a des choses officieuses de type lorsque vous êtes là depuis très très longtemps, il vous avantage versus quelqu'un qui vient de commencer. Donc de base, les composants sur lesquels vous avez un contrôle, c'est la pertinence de l'annonce. Donc en fait, il va regarder par rapport à vos mots-clés. Est-ce que l'annonce répond à ça? Donc en fait, si on achète le mot-clé iPhone, acheter un iPhone, mais dans l'annonce, on parle d'Android ou smartphone d'une manière générale, la pertinence sera moindre. Mais si vous achetez les mots-clés de type iPhone, derrière l'annonce parle de iPhone, la pertinence, du coup, c'est beaucoup plus pertinent. Donc c'est pour ça en tout cas qu'il va vous mettre en avant. Donc après, il y a ce qu'on appelle le CTR. Donc c'est de l'anglais qui veut dire tout simplement le coût, le taux de clic. Le taux de clic, c'est tout simplement combien de fois votre annonce a été affichée et combien de fois elle a été cliquée. C'est vraiment le taux de clic. Si on a un taux de clic de 1%, ça veut dire que votre annonce a été affichée 100 fois et sur 100 fois, elle a été cliquée une seule fois. Et le troisième élément, c'est la landing page. C'est-à-dire que même si votre annonce correspond à vos mots-clés, mais si vous renvoyez, on reprend l'exemple de l'iPhone. Donc si on achète le mot-clé acheter un iPhone 16, on a une annonce qui parle de iPhone 16, mais derrière vous renvoyez vers une landing page, vers la page d'accueil, ça ne va pas être pertinent. Il faut trouver la landing page la plus pertinente, c'est-à-dire aller directement une landing page qui est filtrée sur les iPhones. Donc c'est vraiment du bon sens. C'est pas quelque chose de compliqué à comprendre, c'est simplement que quand quelqu'un cherche quelque chose, il faut qu'il le trouve tout simplement. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Donc un exemple entre ces deux-là pour que vous compreniez bien. Donc là, comme je vous avais dit que le score de qualité, c'est un score sur 10. Okay, donc lui, il a un score de 0 et lui, il a un score de 8. Lui, son coût par clic qu'il a mis maximum est de 40 centimes et celui du dessus 65. Mais lorsqu'on fait le cumul, vu qu'il a un score de qualité qui est beaucoup plus élevé, sa position sera plus élevée et payera beaucoup moins cher alors que celui-là paye beaucoup plus. Parce que Google ne récompense pas uniquement celui qui est prêt à mettre plus et récompense également celui qui a la meilleure qualité. Et justement, quand
quand on est novice et quand on ne comprend pas ce système-là, en fait, naturellement, on commence à payer beaucoup plus cher Google, alors qu'en fait, il y a des moyens d'économiser. Parce que là, entre 40 et 65, il y a quand même, me semble-t-il, c'est 20 ou 30% de différence. Donc quand les gens vous disent qu'il suffit de payer plus pour apparaître plus, c'est faux. On peut payer moins pour apparaître plus haut si on comprend les entrailles de Google. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le quality score, le score de qualité. En tout cas, ça, c'est comment Google fonctionne. Et sachez que le quality score, il y a des versions qui sont similaires, peu importe la plateforme. Donc c'est un copier-coller de Google, mais par exemple Meta, TikTok, etc., ils ont toujours une notion de qualité parce que c'est les mêmes problématiques. Ils doivent à la fois faire attention aux utilisateurs et également, du coup, ils doivent gagner de l'argent avec des mises en enchère. Donc là, on passe au search. Donc le search, comme vous avez dit, c'était le produit de base de Google, celui qui fonctionne pour tous les annonceurs. Si vous avez un produit qui est recherché, le search est fait pour vous. Donc d'abord, en fait, il faut que vous compreniez la structure d'un compte Google. Okay. Donc il y a le compte Google Ads, le compte client. Vous allez avoir plusieurs campagnes dans lesquelles vous allez définir un budget. 10 euros, 100 euros, peu importe. Ça, je vous expliquerai comment faire. En dessous, c'est ce qu'on appelle des groupes d'annonces. Et dans ces groupes d'annonces-là, c'est dedans que vous allez mettre vos mots-clés, vos annonces et URL. Donc ça veut dire que si vous mettez 30 mots-clés, toutes ces 30 mots-clés vont diffuser sur toutes les annonces, par groupe. Et en fait, si vous ne savez pas comment l'organiser, la manière la plus simple de le comprendre, c'est de reprendre l'arborescence d'un site internet. Donc, on va prendre que le compte client, c'est Leroy Merlin. La campagne 1, ça peut représenter, par exemple, tout ce qui est piscine. Tout ce qui est piscine, une catégorie. Et le groupe d'annonces, c'est une sous-catégorie. Après la sous-catégorie, vous mettez les mots-clés, les annonces et l'URL associée. Donc, c'est vraiment une arborescence à faire. Donc, ça, c'est une arborescence organisée en silo. De toute façon, ceux qui font du SEO savent comment organiser d'une manière sémantique. Et c'est à peu près les mêmes logiques, sauf qu'il faut ajouter l'élément performance également qui fait que votre structure de compte évolue. Donc en fait, souvent, la structure du compte, même avant de lancer quoi que ce soit sur la plateforme, vous devez avoir votre structure sur papier, sur un mind map, peu importe. Vous devez faire vos recherches et être sûr que votre structure est la bonne par rapport au type de mots-clés que vous allez acheter. Il ne faut pas que vous soyez bloqué et c'est cette structure-là également qui va vous permettre d'avoir un key score optimal. Parce que si vous faites des campagnes ou des groupes en mélangeant des mots-clés, vous n'allez pas réussir tout simplement à avoir un quality score qui est haut. Donc voilà pour ça. Donc une chose qui est très importante, c'est que lorsqu'on achète des mots-clés sur Google, il y a 3 manières de faire. Il y a ce qu'on appelle l'exact, l'expression et le large. Malheureusement, la plupart des gens, lorsqu'ils vont sur Google et lorsqu'ils ne sont pas initiés, ils vont taper par exemple chaussures rouges et vont penser qu'ils vont apparaître uniquement sur chaussures rouges alors que c'est faux. Là, c'est le ciblage le plus large possible, ce qu'on appelle large. Après, vous avez l'expression et l'exact. Donc ça c'est une importance capitale et je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'exact, c'est que lorsque vous achetez les mots-clés, il faut les mettre entre crochets. Donc quand vous les mettez entre crochets, lorsque vous allez acheter chaussures rouges, vous n'allez apparaître que sur chaussures rouges, plus quelques variantes comme les fautes d'orthographe ou le pluriel, masculin, singulier, etc. Que les variantes très très proches. Okay. Lorsque vous achetez en expression, vous le mettez entre guillemets. Lorsque vous le mettez entre guillemets, il va toujours faire apparaître chaussures rouges dans l'expression, en tout cas dans la requête, peu importe l'ordre. Mais en tout cas, il y a chaussures rouges qui va toujours apparaître. Et on pouvait apparaître par exemple sur acheter chaussures rouges pour femmes, chaussures rouges taille 47, etc. etc. Du 47, bon, c'est beaucoup. Mais... Et large, en fait, quand vous mettez chaussures rouges en large, c'est ce que en fait, la plupart des gens font lorsqu'ils ne sont pas initiés. C'est qu'en fait, vous laissez Google vraiment le libre choix de comment il va interpréter ce mot. Donc, ça veut dire que chaussures, il peut vous mettre sur escarpin rouge. Il peut aller sur claquette rouge, claquette verte, claquette... Donc, il peut l'interpréter de la manière la plus large possible. Donc là, en fait, vous avez beaucoup moins de contrôle lorsque vous êtes sur le large. Et plus vous descendez, vous allez forcément avoir moins de volume, mais vous allez être beaucoup plus précis dans votre manière d'acheter. Donc, juste pour information, il y a sur certains comptes, vous allez retrouver des plus devant chaque mot. Un plus, chaussure, plus rouge. Ça, c'était ce qu'on appelait
du Broad Match Modify ou BBM. Donc ça c'est quelque chose qui n'existe plus, mais je le vois toujours sur des comptes. Et ça, si vous voyez ça, ça veut dire que c'est un compte qui n'a pas été mis à jour depuis minimum 3 ans. Mais je le vois toujours. Donc vous avez en tout cas, vous avez ces éléments-là pour acheter les mots-clés. En fait, vous pouvez utiliser la même logique pour exclure des mots-clés. C'est-à-dire que si par exemple j'achète le mot-clé achat iPhone, acheter un iPhone, et je ne veux pas apparaître sur iPhone tout court, je peux exclure iPhone en exact. L'exclusion se fait en exact pour ne pas apparaître sur certains mots-clés, mais ça on pourra y revenir. Donc maintenant, est-ce qu'on doit acheter beaucoup de mots-clés en exact ou aller vraiment très précis, la réponse est tout simplement non. Pourquoi vous n'allez pas avoir de volume de recherche? Si le volume de recherche est très faible ou trop faible sur Google, vous affichez un état volume de recherche faible et vous n'allez tout simplement pas diffuser. Et en même temps, ça fait partie un peu de l'ancien monde, le fait d'acheter beaucoup de mots-clés en exact. Et en fait, maintenant, faut plutôt acheter moins de mots-clés, mais beaucoup mieux travailler. Donc là, c'est l'exemple du Broad Match Modify que je vous ai mis. C'est que c'est ça, lorsque les gens en fait mettaient des plus, ça c'est un type de ciblage qui n'existe plus aujourd'hui. Donc ça, faites attention, si vous voyez des plus de cette manière-là, ça n'existe plus. Donc, comment vous trouvez les mots-clés? Donc en fait, vous avez plusieurs manières de le faire. D'abord, en fait, vous devez discuter avec le client. Vous discutez avec le client, vous lui demandez quels sont les types de mots-clés qui fonctionnent. Vous essayez d'en savoir au maximum sur son business. Donc lui, il va vous donner des termes et vous devez aller voir si ces termes ont des recherches, est-ce que c'est pertinent ou pas, mais en tout cas, vous devez faire une liste. Vous avez la Google Search Console. La Google Search Console, c'est un outil qui est utilisé plutôt en référencement naturel et qui vous permet d'avoir un aperçu sur les mots-clés sur lesquels le site du client ou votre site apparaît. Après, vous avez le site en lui-même. Le site, vous pouvez aller voir l'arborescence, les termes qu'il utilise. Et après, vous avez un outil de Google qu'on appelle Keyword Planner, qui vous, en tout cas, ça c'est en anglais, sinon ça s'appelle outil de planification des mots-clés, qui vous permet en tout cas de voir la liste des mots-clés, en tout cas pertinente, et vous donne également un exemple, en tout cas des estimations en termes de CPC de concurrence. Donc pour ce faire, en fait, vous devez aller sur le compte outil de planification des mots-clés et après utiliser l'outil. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va aller directement sur l'outil, comme ça vous allez voir ce que ça donne en live. Donc comme je vous disais, c'est outil de planification des mots-clés. Là, je suis obligé de sélectionner un compte. Tac. Celui-ci. Donc ici, vous allez avoir deux choix. Trouver de nouveaux mots-clés, obtenir le volume de recherche et les prévisions. Ça sert uniquement lorsque vous avez déjà une liste et que vous voulez regarder si c'est vraiment recherché. Moi, je vous conseille, c'est de toujours utiliser trouver de nouveaux mots-clés. Vous cliquez dessus, vous avez deux options. Donc, soit vous mettez une liste de mots-clés qui est liée à votre activité, comme ça il va vous dire quels sont les mots-clés pertinents, soit vous lui mettez directement l'URL de votre site et lui il va scanner le site internet et il va regarder quels sont les mots-clés qui sont pour lui pertinents par rapport à ce qu'il a vu du site. Prenons un exemple, Leroy Merlin. Comme ça, on fait le test en live. Je mets intégralité du site web, je sélectionne le pays dans lequel je suis. Donc la France en français. Donc si vous êtes dans un autre pays ou lorsque vous allez avoir des comment on appelle ça, des clients qui sont au-delà de la France, simplement changer ça. Donc vous cliquez sur obtenir des résultats. Il est en train de scanner et là il va vous donner une liste de mots-clés. Il va vous mettre nombre de recherches mensuelles, les variations qu'il y a. Il va vous donner la concurrence et va vous donner également les enchères dans haute page, fourchette basse et haute. Donc par exemple là il dit que le porte de placard coulissante, ça va nous coûter entre 6 centimes et 66 centimes. Donc ça reste vraiment très estimatif. Et si vous voulez vraiment, en tout cas, savoir combien vous allez payer réellement, souvent c'est entre les deux. Donc c'est une moyenne des deux, tout simplement. Donc là, par exemple, Store, Leroy Merlin, 6600 recherches mensuelles. En plus, on voit que c'est en train d'être la tendance est à la hausse. À mon avis, c'est simplement parce que ça doit être quelque chose pour l'été. Et là, vous voyez que là, l'enchère, elle est entre 48 centimes et 2 euros. Donc c'est comme ça, vous pouvez avoir une liste de mots-clés et regarder en tout cas quelles sont les choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Tac. Donc on voit des choses intéressantes. Donc c'est comme ça que vous devez regarder, comme ça vous sélectionnez vos mots-clés, tout simplement. Donc c'est soit vous le faites de cette manière-là, comme je vous disais, soit vous mettez des mots-clés. Achat iPhone, iPhone 16, tac. Ici, vous l'avez vu, vous pouvez mettre votre site web
pour que lui-même il filtre les mots-clés non pertinents. Mais ça, je l'utilise peu. Mais en tout cas, vous pouvez, si vous voulez l'utiliser, le mettre. En tout cas, faites les tests pour les deux, vous allez voir les mots-clés qui vous ressortent. Donc là, vu que j'ai mis achat iPhone, iPhone 16, ça va me les mettre en premier. Et derrière, il va me sortir uniquement les mots-clés par rapport aux mots-clés que j'ai déjà, par rapport à la liste que j'ai prévue. Donc là, vous voyez le nombre de recherches, vous voyez le CPC et vous voyez, comme ça, vous pouvez découvrir des pépites à l'intérieur. Mais ça reste, en tout cas, ça reste pas une vérité absolue. La seule vérité, c'est celle que vous allez trouver réellement lorsque vous allez commencer à investir sur votre compte. Mais en tout cas, ça vous donne vraiment un moyen de beaucoup mieux sélectionner vos mots-clés. Donc, en tout cas, pour utiliser cet outil-là, vous devez absolument avoir un compte Google Ads. Sinon, vous ne pouvez pas aller sur l'outil de planification des mots-clés. Donc ça, c'est un outil que vous devez avoir en tête et qui peut vous servir au-delà de Google Ads. Ça peut vous servir pour détecter de potentiels nouveaux produits, de nouvelles marques qui montent, ou bien même en termes de SEO, ça peut également vous servir pour trouver en tout cas des mots-clés qui sont tendance. Une fois que vous avez sélectionné vos mots-clés, vous devez faire une annonce, une publicité qui sera reliée du coup à ce groupe de mots-clés-là. Donc comment ça se compose pour le search? Le search, il y a des titres, donc il faut maximum 30 caractères. Derrière, vous avez maximum 4 descriptions. Et ici, vous avez l'URL finale, donc où est-ce que les gens vont aller lorsqu'ils vont cliquer. Et vous avez chemin affiché. Chemin affiché, c'est simplement une URL d'affichage. Donc par exemple, simplement une URL sur laquelle d'affichage. Donc ça, c'est l'URL que les internautes vont voir. Mais lorsqu'ils vont cliquer, ils vont aller sur l'URL que vous avez vraiment définie. Ça sert simplement à avoir une URL qui est beaucoup plus propre. Par exemple, si je prends digibusiness.io mon URL c'est digibusiness.io /formation Google Ads j'ai mis des codes bizarres parce que j'avais pas fait attention. Moi sur mon chemin affiché, je pourrais mettre Google Ads ou formation Google Ads pour que ça soit visuellement beaucoup plus propre. Donc vous avez des titres, vous avez l'URL, vous avez des descriptions et après vous avez des composants. Des composants, c'est d'autres éléments qui vont venir habiller l'annonce. C'est un tout petit, mais là vous avez vos titres ici, c'est là. Vous avez les descriptions qui sont ici et en bas vous avez des extensions d'annonces, des éléments qui viennent en plus ajouter en tout cas des informations supplémentaires pour votre annonce et dans lesquelles en fait vous allez prendre beaucoup plus d'espace. Donc le minimum obligatoire. Donc en fait vous devez mettre à minima 3 titres qui font maximum 30 caractères. Donc les éléments que vous devez prendre en compte pour en tout cas lorsque vous définissez les titres, c'est qu'il faut que dans la logique, il faut qu'il y ait au moins un des titres qui soit au plus proche des types de mots-clés que vous achetez. Par exemple, si j'ai un groupe d'annonces dans lesquelles je parle de pare-brise ou de remplacement de pare-brise, je veux qu'en tout cas réparation ou pare-brise, à minima, pare-brise apparaissent dans mes titres. Parce que lorsque vous cherchez remplacement de pare-brise, vous allez cliquer naturellement sur celui dont le titre parle de remplacement de pare-brise. Dans un autre titre, vous pouvez mettre un avantage commercial, par exemple un prix, des avis ou des éléments qui viendront appuyer comme un argumentaire commercial. Et la description, c'est la même chose, quelque chose qui va vous décrire. Et là, vous avez le droit à 90 caractères maximum. Et ça, là, je vous parle d'espace, de ponctuation, tout compris. Donc, quelques tips par rapport à ça. Donc, vous devez, en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des majuscules. Donc, toutes les études que j'ai faites, tous les tests que j'ai fait, à chaque fois qu'on met des majuscules, le taux de clic augmente. Donc, si le taux de clic augmente, Google va considérer que votre annonce est de meilleure qualité et va vous faire, en tout cas, va augmenter votre quality score. Lorsque vous allez faire, en tout cas, vos annonces, vous allez voir qu'en fait, il va vous mettre l'efficacité de l'annonce. On va aller le voir directement dans la plateforme, l'efficacité de l'annonce. Il va vous mettre bas, moyenne, bonne, très haute. Et ça, en fait, ça va prendre avec des pincettes. Donc, du moment que vous avez en tout cas des mots-clés qui sont proches de ceux du groupe d'annonces, vous avez une URL pertinente, ça, c'est vraiment un indicateur d'une manière large, mais ça ne veut pas du tout dire que si vous avez une annonce avec une efficacité maximum selon Google, que ça va mieux performer. Ça reste vraiment indicatif. Donc maintenant je vous propose qu'on va directement sur la plateforme et je vous montre comment on crée une campagne tout simplement. Tac. Donc le compte, ça c'est ce qu'on appelle un compte. Tout ça, vous êtes sur un compte et le compte, vous le voyez, je suis sur le compte qui s'appelle Nia. Et ça c'est ce qu'on appelle le numéro de compte. Et je dois aller au niveau campagne. Comme je vous avais expliqué, campagne c'est le niveau le plus élevé. Donc vous cliquez sur campagne, vous allez sur campagne, vous allez arriver sur cette interface. Normalement si c'est un nouveau compte, elle sera vide.
Ok? Donc, vous devez cliquer sur ce bouton bleu, créer une campagne, et vous cliquez naturellement sur nouvelle campagne. Dedans, vous allez avoir, Google va vous demander de sélectionner un objectif. Dedans, l'objectif n'a aucun impact sur la performance de votre campagne. C'est simplement à titre indicatif et c'est simplement, si vous mettez vente, il va vous préfiltrer des outils pour les ventes. Si vous faites promotion, si vous mettez promotion en magasin, il va simplement vous préfiltrer les éléments. Donc ça n'a vraiment aucun impact. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de cliquer à chaque fois sur créer une campagne sans aide. Okay? Donc après, il va vous demander de sélectionner le type de campagne. Donc Google, beaucoup de types de campagnes. Là, on est sur le search. Donc, les réseaux de recherche, performance max, génération de la demande, réseau display, shopping, vidéo, application, il y en a pas mal. Et ce qu'on appelle le search, c'est le réseau de recherche. Donc, c'est toucher les clients à fort potentiel au bon moment dans la recherche Google. C'est celle-ci. Là, si vous allez savoir grosso modo ce que les autres sont, en fait, vous pouvez simplement lire la petite description qu'il y a en dessous. Donc, vous cliquez sur réseau de recherche et en bas, vous devez sélectionner, si vous en avez un objectif, l'objectif de la campagne. Là, c'est de la conversion et ça, on le verra plus tard comment paramétrer en tout cas une conversion. Donc, si vous n'en avez pas un, tant pis, tout simplement. Et vous pourrez l'ajouter plus tard. Vous cliquez sur continuer. Ces éléments-là, pas très importants. Du coup, on continue. Là, il va vous demander le nom de la campagne. Le nommage est important. Donc le nommage, ça vous permet de voir, en tout cas de comprendre beaucoup plus facilement, d'organiser vos campagnes. Et ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Lorsque vous travaillez votre structure sur papier, vous devez donner un nom qui vous permette de retrouver votre campagne facilement. Par exemple, du coup, si je prends les iPhones, parce que moi je suis un site qui vend des smartphones, et celle-ci, je vais parler uniquement d'iPhone. Je peux la nommer par exemple, ça je le fais souvent. Et ici je mets iPhone, je l'ai nommé, je crée une campagne. Après vous allez avoir d'autres éléments à paramétrer. Donc ici c'est les stratégies d'enchères. Donc les stratégies d'enchères, c'est la manière dont Google qu'est-ce que vous voulez que Google atteigne comme objectif. Est-ce que vous voulez qu'il atteigne un nombre de conversions, une conversion, c'est par exemple un achat, quelque chose qui est important pour votre site internet. Si vous avez un site, par exemple, qui a besoin de remplir un formulaire, une conversion, ça va être un remplissage de formulaire. Si vous avez un site e-commerce, ça va être le nombre d'achats. Valeur de conversion, on peut dire que c'est égal au chiffre d'affaires généré ou le chiffre d'affaires potentiel que vous voulez atteindre. Après, vous avez, si vous voulez avoir le maximum de clics, vous mettez le maximum de clics et vous avez le taux d'impression. Le taux d'impression, ça veut dire que c'est le nombre d'affichages que vous voulez. Si vous voulez par exemple apparaître 100% du temps sur les requêtes de type iPhone, vous mettez 100% et vous mettez la limite d'enchère. Combien vous êtes prêt à payer au maximum? Est-ce que vous voulez apparaître n'importe où sur la page? En haut de la page, des résultats, c'était les trois emplacements du haut ou tout en haut de la page, ça veut dire en premier résultat. En fait, vous avez également le CPC manuel, mais comme je vous disais, c'est que Google est en train de nous forcer, en tout cas, à passer du coup au smart bidding, aux enchères intelligentes. Et moi, pour un nouveau compte, de base, je vous conseille de commencer souvent au clic durant quelques temps, pour que Google puisse, pour que vous puissiez avoir un peu de data, et vous pouvez mettre un garde-fou à chaque fois, une limite d'enchère. Par exemple, si vous avez, dans vos recherches, vous avez vu que votre CPC, en tout cas, c'est à peu près 50 centimes à chaque fois, vous faites un x4, vous mettez maximum 2 €. Parce que quelquefois, en tout cas, vous allez le voir que Google peut aller beaucoup plus loin que la normale. Quelquefois, un CPC moyen est de 50 centimes et lui, je ne sais pas pourquoi, il nous a fait payer 10 €, 15 €, 20 € le CPC maximal. Donc, en fait, il faut à chaque fois pour moi, je vous recommande de mettre un garde-fou. Donc ça, c'est une option pour différencier les nouveaux et les anciens clients. Mais ça, en tout cas, on ne va pas l'utiliser pour le moment. Donc, réseau des partenaires, des réseaux de recherche. Donc, en fait, ici, réseau des partenaires du réseau de recherche de Google. C'est qu'en fait, Google, vos annonces peuvent être diffusées à la fois sur Google, mais également d'autres moteurs de recherche qui considèrent comme être ses partenaires. Souvent, ça ne fonctionne pas très bien, le volume est faible et les performances sont mauvaises. De base, je vous conseille de le décocher, même s'il le recommande. S'il le recommande, c'est pour que lui, il doit gagner plus. C'est pas pour nous. En tout cas, dans les performances, ça ne fonctionne pas. Le réseau display de Google, c'est également à décocher. Ça, c'est vraiment pour être diffusé avec des bannières sur d'autres sites internet et ça
fonctionne encore moins. Donc ça, même s'il le recommande, moi je vous recommande de le décocher parce que sa recommandation, elle est faite uniquement pour que Google gagne. Elle n'est pas faite pour que vous gagnez. Ici, la zone géographique, mettez pas tous les pays et territoires, mettez là où vous voulez diffuser. Donc en fait, si c'est en France, vous mettez la France. Si c'est vraiment partout dans le monde, vous mettez partout dans le monde. Et si vous êtes sur une zone en particulier par exemple Paris, vous mettez par exemple Paris, tac. Vous pouvez faire inclure et vous pouvez même exclure des zones. Donc si je suis sur Paris, mais je vais pas, mes clients ne sont pas dans le 18e par exemple, je vais l'exclure. Et la carte permet de voir facilement est-ce que j'ai bien ciblé ou pas. Ok. Ajoutez, là vous allez voir que je cible moi Paris-Île-de-France, vous allez voir combien de gens potentiels il y a. Mais là c'est vraiment au global et qui est-ce que j'ai exclu. Donc ça, c'est vraiment très très important dans le ciblage. Donc Google recommande de faire présence ou intérêt. Il le recommande, mais comme je vous ai dit, il le recommande s'il le fait pour lui, il ne le fait pas pour nous. Donc présence ou intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un recherche vos mots-clés, mais qu'il n'est pas à Paris, s'il est intéressé par Paris, Google considère qu'il a un intérêt pour Paris, votre annonce risque d'apparaître. Donc par exemple, si moi je me trouve à Dubaï par exemple, et si Google dit que Google, en tout cas, pour lui, j'ai un intérêt pour Paris, pour Paris, lui, en tout cas, même si je suis à Dubaï, votre annonce peut apparaître. Parce que j'ai mis présence ou intérêt. Donc c'est vraiment très clair. Personne située dans les zones que vous avez incluses qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. C'est vraiment très large. Donc nous, quand on a un business vraiment très, très local, le mieux, c'est de sélectionner présence. Personne située dans les zones que vous avez incluses ou qui s'y rendent régulièrement. Parce que là, il n'y a pas qui s'y intéresse. Qui s'y intéresse, c'est vraiment trop large et vous pouvez apparaître sur sur d'autres pays, d'autres endroits qui ne sont pas pertinents pour vous. Donc, les langues de base, français, tout dépend de la langue que vous utilisez. Après, vous pouvez également ajouter l'anglais parce qu'il y a pas mal de gens en France qui ont, comme moi, leur navigateur ou leur ordinateur en anglais. Donc, si vous mettez français, en fait, vous n'apparaîtrez pas. Donc en fait, vous pouvez mettre, si vous mettez uniquement français, vous n'apparaîtrez pas. En tout cas, moi, je vous dis, vous pouvez sélectionner les deux parce que dans tous les cas, vu que vous avez sélectionné des mots-clés, des mots-clés en français, donc si j'ai mon ordinateur en anglais et je fais une recherche en français, ça reste pertinent. C'est du bon sens. Vous laissez ça, segment d'audience, vous ne touchez pas. Ça, c'est pour après. Plus de paramètres. Rotation des annonces, ça, vous le laissez optimiser. Parce que là, c'est Google, en tout cas, qui va... Si vous mettez plusieurs annonces, il va optimiser. Date de début et de fin. C'est comme le nom l'indique. Si vous avez, par exemple, vous avez fait une campagne avec une date de début spécifique, une date de fin spécifique, par exemple, pour des promotions, vous pouvez sélectionner ça. Calendrier de diffusion, c'est pour savoir quand est-ce que votre campagne, vous voulez qu'elle diffuse. Par exemple, si vous avez un magasin qui est ouvert de 9h à 18h, du lundi au vendredi, de 9h à 18h tout simplement. Et après, si vous avez un site e-commerce ou un site de lead, de base, laissez-le tourner toute la semaine et après vous l'optimiserez. Suivant. Donc ici, il vous demande en tout cas si vous voulez utiliser votre site pour que lui vous génère des annonces, mais ça c'est en bêta. Donc ça va pas mal évoluer, donc on peut faire ignorer. Donc ici, vous mettez, après vous allez être au niveau mots-clés annonces. Donc vous avez créé la campagne, là vous êtes sur mots-clés annonces. Au niveau du groupe d'annonces, par exemple, vu qu'on est dans la campagne iPhone, on va dire que j'ai fait un groupe pour l'iPhone 16. Ok. Ici, je vais mettre l'ensemble, en tout cas, vous pouvez vous servir de l'URL finale pour qu'il analyse et qui vous propose des mots-clés, mais de base, vous avez déjà dû faire vos devoirs et faire en sorte d'avoir déjà sélectionné les mots-clés avant d'être ici. Donc ici, par exemple, je vais mettre iPhone 16. J'en mets un par ligne. Mais si je le fais en iPhone 16, là, je suis en large. Et en plus, vous le voyez ici. Mots-clés, requête large, mots-clets avec les guillemets, expression exacte. Entre crochets, c'est exact. On achète souvent, en tout cas en expression. Donc je peux mettre en exact également. Je vais mettre un mot-clé en exact. Exemple, je vais mettre achat iPhone 16. Pour rappel, le mot-clé en exact prend en compte les fautes d'orthographe, etc., etc. Vous pouvez mettre votre liste. Donc là vient l'annonce. Donc ici, vous devez mettre l'URL finale. Donc l'URL c'est l'URL sur laquelle vous voulez que tous ces mots-clés là que vous avez mis redirigent. Donc si vous avez en tout cas vous avez mis des mots-clés qui parlent de tout et de n'importe quoi et que c'est pas assez bien segmenté, derrière vous allez galérer à trouver en tout cas votre URL finale. Par exemple, si je parlais d'Android, je parlais de Samsung, je parlais de beaucoup de choses différentes, j'allais même pas savoir quelle URL mettre. Donc ici, je vais renvoyer l'utilisateur vers l'URL finale qui est pertinente. Je vais prendre un site au hasard. iPhone 16. Tout ça, c'est du Google Shopping. On va prendre, tac.
On va prendre ça. On va prendre Amazon. Puis je peux renvoyer soit vers la fiche produit, soit vers une catégorie, par exemple, qui est filtrée uniquement sur les iPhone 16. Ça reste pertinent. Tac. Je mets l'URL finale. Et vous voyez qu'ici, l'URL, elle est vraiment dégueulasse. Donc, l'URL à afficher, il faut qu'elle soit propre. Donc, ici, je vais mettre iPhone 16. Comme ça, vous allez voir. De toute façon, vous voyez qu'ici, vous pouvez prévisualiser en tout cas votre annonce, soit sur mobile, soit sur desktop, sur ordinateur. Donc là, vous voyez que là, écrit Amazon iPhone /16, c'est beaucoup plus propre. Dans les cheats, vous devez en mettre 3 obligatoires. Donc ici, vous pouvez, en tout cas, Google peut vous aider à choisir en tout cas des cheats, mais en fait, vous devez de base faire apparaître un titre qui est proche de votre mot-clé, du mot-clé que vous achetez. Donc de base, je vais mettre achat iPhone 16. Donc essayez de prendre vraiment tout l'espace. Là, j'ai pas le temps de vraiment bien les travailler. Et là, vous pouvez mettre quelque chose à partir de, je sais pas, 999 €. Garantie 2 ans. Donc mettez des argumentaires comme ça, et comme ça va être propre. Après, si vous voulez que par exemple, achat iPhone 16 soit toujours en premier, bah vous cliquez par exemple ici, vous dites que je veux toujours qu'il me l'affiche en première position. Donc là, achat iPhone 16 sera toujours en premier. Et en bas, il y aura à chaque fois d'autres argumentaires. Donc si ça, vous ne le faites pas, bah en fait, à partir de 999 € peut être en premier, comme vous le voyez. Achat iPhone 16 peut être en deuxième. En bas, vous mettez, pareil, vous mettez une description. Donc là, je l'ai en anglais, vous mettez une description avec un argumentaire commercial. Vous pouvez mettre le nom de l'entreprise. Vous pouvez mettre un logo et d'autres types d'extensions. Donc, je vais simplement là, le remplir, sinon je ne vais pas pouvoir. Une fois que c'est fait, vous faites OK ici. Vous avez une annonce qui est créée. Suivant. Et là, il vous demande de mettre le budget. Il va vous recommander. Attendez, j'ai besoin qu'on confirme mon identité. Tac. Je ne vais pas pouvoir vous faire la démo. Les aléas de la plateforme. Là, vous devez mettre vos budgets. Google va vous proposer de base un budget. Donc, de base, moi, je ne le prends pas en compte. La définition du budget, c'est vraiment une théorie à part. Donc, de base, vous devez à minima, on va dire à minima avoir entre 10 et 20 € par campagne. Techniquement, vous pouvez créer une campagne à partir de 1 € par jour, mais il n'y a personne qui le fait. Vraiment, pour avoir un début de résultats, je vous conseille entre 10 et 20 € par jour. Donc, c'est un budget par jour. Si vous avez un budget, moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous avez un budget mensuel de 300 €, simplement, vous faites 300 € divisé par, et vous avez 10 €. Donc, vous partez de votre budget mensuel et vous le divisez. Donc là, je mets 10 €. Et en bas, il met des estimations. Les estimations, c'est vraiment à prendre à la légère. Tac. Là, on va détecter si jamais il y a des erreurs ou pas. Là, je vois une erreur. Qu'est-ce que je fais? Moi, il n'y a pas d'erreur. Ça prend un peu de temps, mais c'est les aléas. Je réactualise. Qu'est-ce qui me fait mon ami Google? C'est tout simplement un bug. Donc après, vous faites publier la campagne. Qu'est-ce qu'il manque comme information? Ah, il n'a pas pris en compte. Il n'a pas pris en compte mon annonce. Mais c'est pas grave, je peux le publier sans. Je sais pas, ça a bugué, mais en tout cas, vous faites publier la campagne et normalement, il vous la publie. Lorsqu'il vous la publie, vous allez dans campagne, et vous allez voir votre campagne qui s'affiche ici. Donc ça, vous êtes au niveau campagne, vous cliquez dessus, vous allez voir tous vos groupes d'annonces. Et là, comme vous avez vu, en fait, je ne sais pas pourquoi il n'a pas enregistré ce que j'ai mis. Et là, je peux le refaire. Je mets iPhone 16. Lorsque je clique dessus, normalement, j'étais censé voir tous mes mots-clés. Mais là, en fait, il les a pas pris en compte, mais je peux les rajouter parce que c'est une autre manière de les ajouter. Je peux mettre iPhone 16, achat iPhone 16, et vous allez voir l'ensemble des mots-clés. Là, vous pouvez changer les types de correspondance en direct. Si vous voulez, par exemple, ça, passer ça en exact, vous pouvez, il va automatiquement les mettre entre crochets. Après, vous avez l'annonce ici. Et vu qu'il n'a pas pris en compte ni mon... je ne sais pas pourquoi il a bugué. Là, je vais simplement pouvoir recréer mon annonce. Une fois que vous le faites, vous allez la voir ici et votre campagne diffusera parce qu'elle est marquée active. Donc, si vous voulez la mettre en pause, vous cliquez sur mettre en veille et vous avez créé votre première campagne. Maximisez les clics et vous allez avoir toutes les informations ici. Impression, taux de clic, coût. Et après, taux de conversion si vous le configurez, mais ça, on le verra par la suite. Donc, maintenant que vous avez vu comment créer une campagne search, on va passer à un autre outil qui est très important, mais qui est pour les e-commerçants. Parce que dans tous les cas, comme je vous avais dit, les deux éléments qui vont être utilisés principalement, c'est du search ou du Google Shopping, ou comme on appelle en anglais Product Listing Ads. Ça, c'est un fonctionnement qui est vraiment très différent du search classique. Donc, pour rappel, Google Shopping, ça permet de diffuser sur tous vos produits. Là, j'ai mis l'étrier pour le cheval parce que j'aime l'équitation, tout simplement. Et donc là, quand je mets étrier cheval, je vais avoir que des étriers. Dedans, je vois le titre, le prix, la marque, les avis et d'autres éléments
qui me permettent en tout cas de faire mon choix. Et c'est ce qui fonctionne le mieux pour un e-commerçant, parce que c'est un comparateur. Il faut le prendre comme un comparateur. Donc si vous avez un e-commerce, ne vous posez pas la question, vous devez d'abord lancer une campagne Google Shopping, et ça dans le 99,99999% des cas. Donc comment ça fonctionne? Donc en fait c'est assez particulier parce que ça ne fonctionne pas sous forme de mots-clés comme le search. Donc d'abord en fait vous devez créer ce qu'on appelle un autre compte qu'on appelle un compte Google Merchant Center. Donc vous devez créer un compte Google Merchant Center et vous devez dedans importer l'ensemble de ce qu'on appelle un flux de produits. Un flux de produits, c'est, pour vous simplifier, c'est simplement comme un fichier Excel dans lequel il y a toutes les informations du produit. Donc par produit, vous allez avoir le titre, le prix, la description, les images, etc. Tout comme une base de données que vous allez importer dans ce qu'on appelle Google Merchant Center. Et après, vous allez lier ce Google Merchant Center à votre compte Google Ads. Et après, vous allez pouvoir créer cette campagne Google Shopping. Donc en tout cas, le point fort, en tout cas, c'est que vous allez faire connaître vos produits avec un format qui est très impacté avec une photo lorsque les Internet recherchent ce type de mots-clés-là. Et en plus, vous pouvez avoir un double affichage. Vous pouvez être à la fois, en tout cas, apparaître en Google Shopping, étrier cheval, et vous pouvez également, de base, apparaître en search. Vous pouvez avoir un double affichage. Alors que sur le search, vous ne pouvez pas avoir un double affichage. Donc, vous pouvez être 2 fois présent. Donc, son point faible, c'est qu'il nécessite justement, en tout cas, d'avoir paramétré sur Google Merchant Center. Et il faut également avoir ses prix en TTC et avoir tout son flux qui est bien structuré. C'est vraiment une campagne qui est, on va dire, plus technique à comprendre. Une chose qui est très importante sur Google Shopping, contrairement au search, vous ne sélectionnez pas les mots-clés sur lesquels vous voulez apparaître. On n'a pas cette option-là. Donc, la question que vous allez vous poser, c'est que comment Google fait pour nous faire apparaître tel ou tel mot-clé. Donc, c'est justement le flux produit. Dans le flux produit, vu que vous allez les mettre le titre, la description, l'URL de votre produit, etc. Donc, en prenant en compte toutes ces informations-là, lui, automatiquement, il va sélectionner des mots-clés sur lesquels vous faire apparaître. Donc, c'est de l'automatique. Ça, c'est de l'automatique. Donc, le flux est vraiment très, très important. Les informations que vous renseignez sur ce flux-là. Si vos informations sont bancales ou pas assez étoffées, Google ne pourra pas comprendre ou ne vous fera pas apparaître sur les bons termes. Donc, c'est un peu technique. Il y a une technicité de mise en place, mais derrière, c'est une campagne qui est vraiment, en tout cas, qui est vraiment très performante si vous êtes bien positionné, bien sûr. Quand je vous dis position, c'est position sur Google, mais également d'un point de vue tarifaire, vu que ça reste un comparateur de prix. Donc, comment vous faites? Donc, en fait, vous devez taper sur Google Merchant Center. Donc, vous allez cliquer sur produit, sur le côté de votre entreprise produit. Vous allez cliquer sur gérer les sources de produits. Donc là, ici, vous voyez qu'en fait, vous avez des produits qui ont déjà été approuvés. Donc la visibilité, là, ça veut dire que c'est OK. Il y a la photo, le titre, un identifiant, prix soldé, il n'y en a pas. Donc, est-ce que c'est disponible ou pas? Donc, il y a pas mal d'informations. Donc, comment on fait pour ajouter ça? Comme je vous ai dit, vous cliquez sur produit, vous cliquez sur gérer les sources de produits. Après, vous cliquez sur ajouter une source de produit et vous allez tomber, en tout cas, vous allez tomber sur cette interface-là. Et en fait, quelquefois, lorsque vous avez par exemple du WordPress, vous allez pouvoir connecter automatiquement d'une manière native le compte sans vous prendre la tête sur le flux. Shopify, vous allez avoir un carré avec Shopify et vous cliquez dessus, vous mettez à jour et en tout cas, vu que Shopify est bien intégré à Google, il va vous créer le flux automatiquement sans travail de votre part. Et bien sûr, après, vous devez optimiser sur votre compte Shopify, mais ça, c'est autre chose. Donc, de base, si vous n'avez pas Shopify ou WordPress, vous allez avoir 3 possibilités. Donc, c'est soit vous préparez un fichier sur un Excel, par exemple, et vous l'importez manuellement à chaque fois. Soit vous utilisez un Google Sheet. Donc, vous allez avoir un Google Sheet dans lequel vous mettez l'ensemble des produits à chaque fois qu'une modification sera faite sur le Google Sheet. Google prendra l'information. Par exemple, si vous avez un produit qui n'est plus en stock, vous mettez qu'il n'est plus en stock sur votre Google Sheet et derrière, vous n'allez plus diffuser. Et après, il y a via l'API. L'API, c'est vraiment une URL que vous allez fournir à Google. Et via cette URL-là, en fait, ça va être un fichier de type XML qui va être généré. Et ça, en fait, il y a beaucoup en tout cas, tous les CMS le proposent. Donc la question que vous allez sûrement me poser, c'est lequel vous devez utiliser. Donc si vous avez une intégration native de type Shopify WordPress, utilisez l'intégration native. Ça va être beaucoup plus simple
est moins technique. Ou sinon, si vous avez que quelques produits et dans lesquels en fait vous n'avez pas les prix qui vont changer tous les jours parce que vous avez que 5-6 produits et voilà, vous pouvez utiliser un Google Sheet. Vous cliquez sur utiliser le modèle, il va vous ouvrir sur un Google Drive avec un modèle, vous remplissez toutes les informations qu'il demande et c'est fait. Dans tous les autres cas, je vous conseille d'utiliser l'API. Parce que si vous avez des références, 3 ou 4 000 références, et les prix changent tous les jours, il y a des descriptions qui sont mises à jour, il y a des produits qui sont en stock, vous ne pouvez pas le gérer sur un Google Sheet, c'est impossible, c'est inhumain. Et vous devez passer par l'API, et notamment, du coup, le client va vous fournir un genre de lien, un lien que vous allez tout simplement mettre sur Google Merchant Center, et après vous allez voir tous vos produits apparaître de cette manière-là et vous allez voir si ça a été approuvé ou pas. Donc une fois que vous avez lié votre flux, donc le flux de base c'est au client de vous le fournir ou si c'est de base Shopify, je fais une intégration directe, donc ne vous embêtez pas par rapport à ça. Vous devez lier votre compte Google Merchant Center à votre compte Google Ads parce que c'est deux outils qui sont différents. Comment vous le faites? Donc vous cliquez, lorsque vous êtes sur votre interface Google Ads, vous cliquez sur Outils, vous cliquez sur Gestionnaire des données et après vous cliquez sur Google Merchant Center et quand vous cliquez dessus, vous suivez les étapes pour lier le compte. À noter en fait que vous devez être admin des deux. Donc en fait, si vous avez, ne faites pas en tout cas, ne créez pas un compte Google avec une adresse email avec laquelle vous n'avez pas accès à Google Ads. Vous devez avoir la même adresse et avoir le niveau d'accès suffisant. Comme ça sera lié. Google Merchant pourra en tout cas envoyer toutes ces informations de produits à Google Ads tout simplement. Et le plus dur, c'est vraiment ce flux-là et comprendre la mécanique. Ce que je vous propose, tout simplement, c'est d'aller sur un compte et je vous dis comment créer après une campagne. Donc, vous allez toujours au niveau campagne. Oups, autre chose. Celle-ci, je vais la mettre en pause, sinon je vais payer. Donc, comment vous faites? Vous allez toujours au niveau campagne. Donc, petite précision, vous ne pouvez pas avoir dans une campagne search, une campagne Google Shopping. Pour chaque type de campagne, en fait, une campagne était un type de campagne. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Donc quand c'est du search, vous allez toujours voir une genre de loop. Une loop et une campagne shopping, vous allez voir que l'icône est différente. Donc comment vous faites? Vous allez niveau campagne. Vous faites plus nouvelle campagne. Donc le chose très très classique. Donc ici, comme je vous ai dit, vous faites la même chose. Créer une campagne sans aide. Et dans les types de campagne, c'est là où c'est différent. Donc vous avez réseau de recherche, performance max, etc. Et vous avez une campagne qu'on appelle shopping. Présentez vos produits aux utilisateurs en quête de leur prochain achat. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez encore avoir l'action de conversion. Pourquoi vous le faites? Et ça, de base, c'est pour un achat. Dès que vous avez configuré votre conversion, vous allez pouvoir mettre l'achat e-commerce. Là, il va vous demander de sélectionner le compte Google Merchant Center. Parce que si vous n'avez pas de compte Google Merchant Center, vous n'allez pas pouvoir lui indiquer les produits. Là, je vais sélectionner un compte Merchant Center. Bon, dedans, j'ai pas de produit, donc c'est une autre problématique parce que c'est un ancien compte. Et dedans, en fait, vous allez avoir deux types de campagnes, Performance Max et campagne Shopping Standard. Donc, la différence entre les deux, Performance Max, c'est une nouvelle type de campagne de Google et Google est en train de vraiment la pousser depuis quelques années. Grosso modo, c'est une campagne qui est automatique et qui diffuse vraiment partout. Donc en fait, c'est une Performance Max, elle va diffuser automatiquement sur du search, sur YouTube, sur Shopping, sur le display, sans aucun contrôle. Donc là, en tout cas, il le dit, profiter du meilleur de l'automatisation de Google pour toucher des clients sur tous les canaux. La problématique, c'est que ça, c'est fait pour que l'annonceur dépense plus. Et vous n'allez pas avoir de contrôle. Et comme je dis souvent, c'est que quand Google promet une automatisation et le fait qu'il va être meilleur sans rien faire, souvent c'est pour que l'huile se gave et pas vous. Moi, je vous recommande de commencer par une campagne shopping standard dans laquelle vous allez avoir un contrôle et quand vous allez le faire, il va à chaque fois vous demander de créer une performance max. Mais en tout cas, il se peut que dans les mois ou dans les années à venir, il nous force, en tout cas qu'il supprime la standard et qu'on passe à la performance max. Donc, campagne shopping standard, vous cliquez dessus, continuez. Vous mettez un nom. Donc, le nom, c'est toujours important. Par exemple, pour shopping, vous mettez shopping. Et si ça concerne tous vos produits, vous pouvez mettre tous les produits par exemple. Là, vous allez avoir plusieurs manières, en tout cas plusieurs stratégies d'enchères qui vous seront proposées. L'enchère au CPC manuel, moi si manuellement vous voulez par produit, par groupe de produits,
par marque définir une enchère maximum, soit maximiser les clics, soit ROI. Donc pour moi, en tout cas, moi je le fais sur le CPC manuel quand je commence pour bien sélectionner mes produits. Ou sinon, vous pouvez commencer avec un maximiser les clics et vous pouvez mettre une enchère maximale. Du coup, regardez en tout cas votre type de, en tout cas vos produits, si c'est des produits à 1000 euros. Donc vous pouvez laisser un CPC à 2-3 euros, mais sinon mettez de base une limite à 2 euros à peu près et vous allez voir si vous diffusez ou pas. Mais il faut surtout pas, en tout cas, ne pas mettre de limite parce que comme je vous disais, comme pour le search, Google peut vous faire dépenser n'importe comment. Donc vous mettez des euros, vous mettez le budget, comme je vous avais dit, minimum 10 euros à chaque fois. Donc derrière, action nouveau client, ça c'est d'autres options. Priorité, vous laissez comme tel. Partenaire des réseaux, ça vous pouvez l'enlever. Les appareils, tous les appareils, ça vous ne pouvez pas le modifier. Zone géographique, tout dépend si vous vendez uniquement en France, comme d'habitude. Nom du groupe d'annonce, par défaut, ça va mettre tous vos produits. Donc mettez, par exemple, tous les produits. Créer une campagne. Tac, 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 là. Pourquoi il bug? C'est fait, je vais réactualiser. Voilà. Là, votre groupe de produits est créé. Je vais retourner au niveau campagne pour vous montrer. Tac, niveau campagne. Ok. Là, il y a un filtre. Donc là, vous avez une campagne shopping tous les produits. Lorsque vous cliquez dessus, chez une campagne, là, vous allez tomber sur un groupe d'annonces. Comme sur le search, lorsque vous cliquez dessus, vous n'allez pas tomber sur vos mots-clés. Vous allez tomber sur tous vos produits. Donc en fait, tous vos produits vont s'afficher ici. Donc ici, vous pouvez faire des divisions. Est-ce que vous voulez diviser par marque? Est-ce que vous voulez diviser par catégorie? Est-ce que vous voulez diviser par canal, etc. Et toutes ces informations-là, en fait, elles vont être de votre flux. Donc dans votre flux, vous avez mis une colonne avec les marques. Donc si vous cliquez les marques ici, vous allez voir tous vos marques disponibles. Vous allez voir Android, Apple, etc., etc. Vous allez voir en tout cas tous les Android, Apple. Du coup, ça va être Samsung, Xiaomi, etc. Et vous allez pouvoir sélectionner. Et ici, vous allez pouvoir voir en tout cas la segmentation entre vos différents produits et après voir les performances qui sont associées. Donc, aussi simple que ça, vous avez créé votre campagne Google Ads et vous ne pouvez pas, comme je vous avais dit, vous ne pouvez pas sélectionner les mots-clés sur lesquels vous voulez diffuser, mais par contre, vous pouvez l'empêcher de diffuser sur certains mots-clés. Donc, pour ça, en fait, vous devez aller sur Insight et rapport, termes de recherche. Et ici, vous allez voir normalement l'ensemble des termes sur lesquels vous apparaissez. Je vais regarder si j'ai un exemple à vous donner d'une manière beaucoup plus concrète pour une campagne shopping historique que j'ai lancée. On va faire ça. Donc ici, parmi ces termes-là, j'ai les performances. J'ai les performances, le nombre de clics, impressions, CTR, conversion, par mot-clé, première campagne Google Shopping. Et là, j'ai mon retour sur investissement. Par exemple, là, je vois que mon retour sur investissement est plutôt faible. Donc si je ne veux pas, en tout cas, diffuser dessus, pour mes campagnes Google Shopping, je fais ajouter un mot-clé à exclure, je le mets au niveau campagne, je l'exclus en exact, et voilà, je ne vais plus apparaître dessus. Et comme ça, je peux trier et faire en sorte, en tout cas, d'apparaître sur des meilleurs termes. En tout cas, les termes les plus pertinents qui m'apportent de la performance, tout simplement. On va passer à la dernière partie. Donc, une fois que votre campagne Google Shopping est créée, il nous reste une partie à voir. Une chose très importante, c'est la conversion, le tracking. Donc ça, c'est quelque chose de majeur qu'il faut absolument mettre en place. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est une conversion? En fait, une conversion Google Ads, ce n'est pas forcément une vente. Ça correspond à une action spécifique qui est réalisée par un utilisateur après avoir cliqué. Donc c'est une action qui est importante pour vous. Donc si c'est un site e-commerce, l'action la plus importante, c'est un achat. Si vous avez un site de lead dans lequel il y a un formulaire à remplir, l'action la plus importante qu'on peut faire sur votre site, c'est remplir le formulaire ou un appel téléphonique. Donc en fait, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle une conversion. Un achat, ça va être une conversion. Un envoi de formulaire, ça va être une conversion. Donc en fait, vous devez simplement définir quelle est l'action la plus importante sur votre site internet ou les actions les plus importantes si vous en avez plusieurs. Donc pourquoi c'est important? C'est que si vous ne le mettez pas en place, Google va vous donner les informations de savoir quels sont les mots-clés, combien il y a eu d'affichage, combien il y a eu de clics. Et après ça, il est aveugle et vous êtes aveugle. Donc vous ne allez pas savoir qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que tel mot-clé fonctionne mieux qu'un autre? Est-ce que sur mobile ça fonctionne mieux que sur desktop? Est-ce que tel horaire fonctionne mieux qu'un autre? Vous n'allez pas pouvoir optimiser. Donc vous n'allez pas pouvoir l'optimiser. Et même Google aujourd'hui est basé sur la donnée, sur du smart bidding, sur des stratégies d'enchères intelligentes. Et cette intelligence, elle a besoin de quoi? Elle a besoin justement que ces conversions soient paramétrées. Et une fois qu'il sait quels sont en tout cas les clics qui vous apportent du résultat,
il pourra en tout cas faire un focus dessus pour que pour le même budget, avec le même budget, vous ayez plus de résultats. Donc c'est primordial. Après, il y a également, en tout cas, petite aparté, il y a des manières de dire à Google qu'est-ce qui se passe après un formulaire. Donc, mais ça, c'est des éléments beaucoup plus avancés, ce qu'on appelle des conversions offline. Donc, voilà. Du coup, l'important, c'est voilà. Donc, ça sert à mesurer la performance réelle. Donc, est-ce qu'un clic vous apporte un résultat concret ou pas? Ça va permettre d'optimiser les campagnes. Ça vous permet de calculer un ROI. Et ça permet de mieux actionner les automatisations, en tout cas tout ce qui est stratégie d'intelligence artificielle sur Google. Donc c'est simple, sans suivi des conversions, on pilote à l'aveugle et ce n'est pas du tout possible à l'heure où je tourne cette formation. Et ça va être encore moins possible à l'avenir. Exemple, pour mieux vous illustrer. Donc, si vous n'avez pas les conversions, vous allez voir la campagne A qui génère 1500 clics, la campagne B qui génère 1500 clics, et vous allez vous dire, ok, les deux génèrent les clics, et peut-être que les deux ont un coût par clic qui est similaire. Donc, vous allez payer en tout cas la même chose. Mais peut-être que la qualité entre les deux est différente. Donc là, vous voyez que sur la campagne A, ça a généré 75 conversions. Donc c'était comme ça que j'ai fait le graphique. Et sur la deuxième, ça a généré 30 conversions. Donc en fait, si vous n'aviez pas en tout cas installé correctement la balise de conversion, en fait, vous alliez en tout cas continuer à investir sur la campagne B en pensant ou en supposant qu'elle faisait les mêmes performances que la campagne A. Alors que là, en fait, il suffit, vu que la campagne B, en tout cas, elle vous apporte moins de résultats, une optimisation simple, c'est que vous diminuez le budget dessus et vous mettez sur la campagne qui vous apporte le plus. C'est aussi simple que ça. Mais sans l'avoir paramétré, vous êtes dans l'incapacité de le faire. Donc, comment vous le faites? Vous allez sur votre interface Google Ads, vous cliquez sur Objectif, récapitulatif, Objectif encore, et vous cliquez sur Créer une action de conversion. Après, vous allez avoir une autre interface qui est une dans laquelle il y a écrit Ajouter une action de conversion manuellement. Il faut que vous cliquiez directement dessus avant de pouvoir accepter le reste. Lorsque vous allez cliquer dessus, c'est là que vous allez configurer qu'est-ce que c'est, en tout cas votre action la plus importante. Donc d'abord, il va vous demander de sélectionner une catégorie. Dans les catégories, il y a achat, prise de rendez-vous, etc., etc. Là, vous pouvez sélectionner la catégorie la plus appropriée, mais ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Mais en tout cas, essayez de mieux catégoriser, ça peut avoir un impact par la suite. Si vous cliquez sur achat, ici vous nommez, donc nommez la conversion. Si c'est un achat, vous notez simplement achat. Ici, c'est par exemple un formulaire. Sur la home page, vous mettez formulaire home page. Si c'est un appel téléphonique, vous mettez appel téléphonique. En bas, c'est la valeur. Donc, la valeur, c'est que à chaque fois que l'action est faite, à chaque fois qu'une action est faite, quelle est la valeur que vous lui attribuez. Donc, si c'est un achat e-commerce, c'est très simple. Donc, la valeur, c'est le panier. Si c'est un produit qui vaut 30 €, ça va être 30 €. Si c'est un panier qui est à 50 €, c'est 50 €. Donc là, vous mettez utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion. Donc, lorsque une conversion va s'effectuer, la valeur va être dynamique. Donc, si la valeur n'arrive pas à remonter, il y a une valeur par défaut. Il y a des personnes qui veulent laisser 1, vous pouvez laisser 1, ou soit vous mettez votre panier moyen. Donc, si vous avez un formulaire, je vous conseille de ne pas utiliser de valeur pour cette action de conversion. Vous utilisez la même valeur pour chaque conversion. Et ici, vous avez deux choix. Soit vous mettez 1, ou soit vous faites un calcul sur votre panier moyen. Vous pouvez mettre votre panier moyen, mais moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours mettre 1. Dans la plupart des cas, vous mettez 1. Le nombre, ça, c'est important à comprendre. Et dans la plupart des cas, on va utiliser, il faut que vous cliquiez sur une. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, quand vous mettez toutes, c'est si une personne, dans une session, fait plusieurs conversions, ça va être décompté plusieurs fois. Par exemple, si c'est un formulaire, si une personne remplit le formulaire plusieurs fois, par exemple, une personne remplit 10 fois le formulaire, en fait, dans les nombres de formulaires qui vont remonter sur Google, il va en avoir 10. Mais est-ce que vous avez réellement 10 contacts? Non, c'est simplement pour réactualiser, peut-être que ça a bugué, etc. Donc, si on veut que pour une personne, que ça soit décompté une seule fois, on met une. Donc moi, la plupart du temps, même pour un site e-commerce, je vous conseille de mettre une parce que c'est très rare qu'une personne fasse 2 fois un achat durant une même session sur un site e-commerce. C'est souvent lorsqu'il y a des bugs ou lorsque quelqu'un réactualise sur la page de confirmation d'achat, par exemple. Du coup, le tag va se déclencher 2 fois et voilà, du coup, ça peut vous poser des soucis en termes de suivi. La donnée ne va pas être exacte. Bonjour, j'ai eu un petit bug, du coup je vais la refaire, d'où le fait que j'ai changé de t-shirt. Donc, reprenons. Qu'est-ce que c'est le période de suivi de la conversion après les clics? Sur Google,
Et la manière de suivre les clics est différente de Google Analytics par exemple. La période de suivi aux 30 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons que quelqu'un a cliqué sur une de vos annonces pub le 1er mai et a converti le 30 mai. Donc durant les 30 jours, en fait, si il achète ou il fait une demande de formulaire, la vente sera attribuée à Google. Elle sera attribuée quand? Pas au jour de l'achat ou au jour de la soumission du formulaire. La vente sera attribuée au 1er mai, au jour du clic. Donc peu importe s'il a cliqué le 1er mai et il a converti le 3 mai, le 6 mai, le 7 mai, le 15 mai, le 30 mai, peu importe, durant une période de 30 jours, le clic, en tout cas la vente sera attribuée au jour du clic, c'est-à-dire le 1er mai. Donc en général, on laisse 30 jours et après on peut mettre 60 à 90 jours lorsque notamment on est sur du B2B et que on va dire que le temps de transformation est beaucoup plus long d'une manière générale. Donc période de suivi après une vue volontaire après l'affichage, vous laissez tel quel et l'attribution, du coup vous laissez également tel quel, le laisser basé sur la donnée. Ça permet, lorsqu'il y a l'attribution d'une manière générale, c'est imaginons que quelqu'un en fait vous achetez plusieurs mots-clés sur votre Google Ads et si une personne recherche plusieurs fois un de vos mots-clés, par exemple on va dire que vous vendez des parfums, donc il vous a découvert en cherchant les sites de parfums, après elle a cherché parfum de marque, après elle a cherché parfum Dior et à chaque fois elle a cliqué sur votre annonce. Donc à quel mot-clé on va lui attribuer la vente? D'une manière générale, on mettait le modèle qui était utilisé, c'était le dernier clic, c'est-à-dire que c'est le dernier mot-clé qui a permis l'achat, toute la vente lui était attribuée. Mais là, avec basé sur la donnée, si je vous l'explique vraiment d'une manière très, très grossière, c'est qu'il va regarder l'impact sur chaque mot-clé, il va estimer quel était son apport, puis en fonction de ça, vous dire que le premier mot-clé, c'était 25% de la conversion, le deuxième, c'était 30%, etc., pour que chaque mot-clé ait la bonne valeur, tout simplement. Donc ça peut être un tout petit peu technique, mais franchement, lorsque vous débutez, laissez basé sur la donnée, de toute façon, c'est ce qui est recommandé et c'est ce qui fonctionne. Une fois que vous avez configuré en fait cette balise-là, en tout cas configurer la conversion, maintenant, pour que Google puisse savoir ce qui se passe sur votre site internet, il faut installer un certain nombre de balises. Des balises, c'est simplement des bouts de code comme celui-ci, sur votre site internet. Donc, si vous avez un WordPress, un Shopify ou tous les grands CMS, Magento, PrestaShop, ces installations se font assez facilement et assez rapidement. Mais si vous avez un custom, en fait, c'est un peu plus compliqué parce que vous devez passer par un développeur. Donc, la manière la plus simple de l'installer, c'est soit vous utilisez les extensions que vous trouvez sur les CMS ou bien vous utilisez Google Tag Manager. Et moi, je vais vous apprendre à utiliser Google Tag Manager d'une manière assez rapide pour faire au moins remonter le nombre de conversions. Comme ça, vous avez le cas. Donc nous, on va utiliser Google Tag Manager, on va simplement rentrer quelques codes et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Google Tag Manager en même temps. Donc une fois que votre conversion est prête, vous allez voir dans Objectif récapitulatif et vous allez sur votre action de conversion. Donc on va dire que moi j'ai créé celle-ci. Donc vous avez plusieurs étapes à faire maintenant pour lier ça à votre site internet. Donc la première chose à faire, c'est d'installer la balise Google. Pour ce faire, comme je vous avais dit, qu'on va utiliser Google Tag Manager. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est une petite Google qui est gratuite. Donc vous allez sur Google Tag Manager, tapez Google Tag Manager. Vous créez un compte avec le même email que vous avez utilisé pour votre compte Google Ads et vous allez tomber sur ce type d'interface qui sera de base vide. Donc en fait, la première étape, c'est que vous devez prendre ce GTM-là, ce code-là, et vous devez le mettre sur le head du site et celui-ci sur le body. Donc, comme vous avez dit que si vous avez un CMS de type WordPress, etc., par exemple WordPress, vous pouvez utiliser Google Sitekit, vous avez simplement besoin de mettre ce code-là et ça va vous le connecter automatiquement. Si vous n'avez pas ça, vous devez simplement faire un copier-coller, aller dans le code source de votre site internet et le coller sur la section head et celui-ci sur la section body. Qu'est-ce que c'est la section head et body? Là, c'est le site internet qui s'ouvre. Ça, c'est mon site internet.
Donc ça, c'est ce que vous voyez, mais les robots voient la page source. Donc pour regarder la page source, vous faites un clic droit, View Page Source. Et là, c'est vraiment ce que les robots voient. Et une page est considérée, est constituée, il y a plusieurs parties, mais est constituée du head, de la tête, et du body qui est le corps. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est que vous, lorsqu'on est sur, lorsque vous êtes sur Google Tag Manager, vous copiez ce code-là et il faut le coller le plus haut possible dans la section Head. Donc, vous voyez que la section Head, elle est là. Et en fait, le coller le plus haut possible, juste en bas, vous faites simplement un copier-coller et ça sera bon. Par contre, en tout cas, il faut que vous ayez accès au back-office de votre site internet, sinon vous ne pouvez pas le faire. Après, il y a la deuxième balise à coller juste après l'ouverture de la balise body. La balise body vient juste après la balise head. Oui, forcément après la tête, il y a le corps. La balise body est là. Et en fait, ça veut dire qu'il faut que il faut que je la mette le plus haut possible. Par exemple, je la mettrai juste ici. Et vous voyez que j'ai déjà mon Google Tag Manager, moi, qui est installé ici. Au plus haut possible. Une fois que c'est fait, vous avez votre compte Google Tag Manager qui est installé sur votre site internet et ça va vous permettre de déployer maintenant tous les tags que vous souhaitez, sans repasser par un développeur ou sans passer par le code. Tout va se passer ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'installer une petite extension qu'on appelle Google Tag Assistant. Pourquoi Google Tag Assistant? Ça permet de voir tous les tags Google qui sont installés sur un site internet. Par exemple, là, si je fais réactualiser, il faut bien que vous désactiviez tous les bloqueurs de publicité. Donc si je clique sur Tag Assistant, là, il me montre tous les tags qui sont installés. Donc là, j'ai tous les tags Google qui sont installés pour être précis. Donc là, c'est le Google Tag Manager. Et ça, c'est un Google Analytics. Donc là, il y a un code de GTM. Il faut que je regarde est-ce que c'est le même que celui-ci. Donc là, 5S, 5DC-Z8, est-ce que c'est le même? Oui, c'est le même. Donc c'est bien installé. Donc il va y avoir plusieurs étapes pour installer vos balises. Vous cliquez sur Nouvelle. Donc en fait, vous devez d'abord installer ce qu'on appelle la balise Google, qui va être déclenchée vraiment sur toutes les pages. Donc comment vous faites? En fait, vous avez simplement besoin de prendre le code qui est là, le AW 827, etc. Donc soit vous le téléchargez, et après vous l'ouvrez. On prend ce code-là, copier. Vous allez sur Tag Manager, vous mettez balise Google. Configuration de la balise, c'est une balise de type balise Google directement. Vous mettez l'ID de la balise. Et après, où est-ce qu'elle doit être déclenchée? Elle doit être déclenchée sur toutes les pages. Donc ça, vous pouvez enlever. Vous pouvez le laisser, ça revient même. Donc en fait, vous cliquez sur All Page. Vous faites enregistrer, parce qu'on a dit que cette balise-là doit être déclenchée sur toutes les pages. C'est ce qu'on nous demande. La balise Google ajoute des visiteurs à votre liste remarketing. Vous devez installer cette balise sur toutes les pages de votre site internet. Donc où est-ce que je dois mettre cette balise-là? Où est-ce que je dois déclencher cette balise-là? Sur toutes les pages. Donc je vais enregistrer. Il y a une deuxième balise que je vous conseille de mettre en place, c'est ce qu'on appelle la balise Conversion Linker. Balise Conversion Linker, configuration de la balise. Conversion Linker. Activer l'association sur les URL de toutes les pages. Déclencheur également sur toutes les pages. Tac. Une fois que c'est fait, vous pouvez prévisualiser. Prévisualiser, ça permet de savoir est-ce que cette balise se déclenche bien sur votre site internet. Là, ils doivent être déclenchés. Donc vous cliquez sur prévisualiser. Vous mettez votre site internet. Et là, vous allez voir, là, le Tag Assistant va dire que le Tag Assistant est bien connecté. Donc faites toujours attention de bien désactiver votre, du coup, le bloqueur de publicité ou les VPN. Continuez. Donc là, en fait, je vais voir toutes les pages qui sont chargées. Là, c'est ma page d'accueil. Si je change de page,
j'ai l'autre page qui a été chargée. Donc là, sur cette page-là, lorsque je clique dessus, il me dit toutes les balises qui ont été déclenchées. Et toutes les balises qui n'ont pas été déclenchées qui proviennent de mon Google Tag Manager. Donc là, ça c'est les balises Google et balises Conversion Linker, c'était les deux tags que nous avons créés. On voit bien qu'elles se déclenchent sur cette page-là. Et lorsque je change de page, elles se déclenchent également. Donc ça veut dire qu'elles se déclenchent bien sur toutes les pages. Aussi simple que ça. Comme ça, on vérifie avant de publier. Pour publier, vous devez simplement cliquer sur Envoyer, Publier, et ça va publier. Donc maintenant, pour votre action de conversion, là, on va dire que c'est l'achat. C'est de l'achat. Donc comment je fais ça maintenant pour configurer ça? Donc maintenant, pour ça, il faut que vous alliez dans Extrait d'événements. Ça, c'est vraiment le code à mettre si vous n'avez pas Google Tag Manager. Donc en fait, nous, on peut utiliser directement celui-ci. Donc vous allez sur Google Tag Manager, vous faites Nouvelle, vous mettez le nom de la balise, Google Ads, c'est une balise achat. Configuration de la balise, vous cliquez sur Google Ads, vous allez dans Suivi de conversion de Google Ads, vous devez mettre deux éléments en priorité, donc conversion ID. Du coup, le conversion ID, vous le trouvez, tac, conversion ID, c'est celui-ci, ID de la conversion. Oups, petite erreur. ID de la conversion. Et conversion label, c'est à mettre en dessous. Après, vous pouvez mettre la valeur, l'ID, etc. Mais ça, c'est des valeurs dynamiques qu'on n'a pas le temps de voir, en tout cas à ce niveau-là pour le moment. Mais on va dire que vous mettez uniquement votre panier moyen pour commencer, ou bien de toute façon Google prendra ce que vous avez mis ici au niveau de la valeur. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est que maintenant on a lié cette balise, en tout cas cette balise-là et cette balise-là sont liées. Comme ça, lorsque l'événement va se déclencher, il saura que ça concerne Google Ads, l'achat. Et maintenant, il faut qu'on travaille le déclencheur. Où est-ce qu'on veut que ça se déclenche? Donc, on ne veut pas forcément que ça se déclenche au niveau de toutes les pages, mais en fait, on veut que l'achat se fait, par exemple, sur une page spécifique. Imaginons que vous avez une page de type, votre page d'achat, c'est votre nom de domaine /achat. Donc, je vais mettre page achat. Déclencheur. Il faut que vous preniez le type de déclencheur. Ça, c'est des types de déclencheurs qui sont classiques. On peut faire page vue. Ça veut dire que quand quelqu'un atterrit sur la page achat, ça veut dire qu'il a acheté parce qu'il ne peut pas venir sur cette page-là sans avoir acheté. Page vue, est-ce que c'est toutes les pages ou est-ce que c'est certaines pages vues? Ou c'est certaines pages vues? Après, on doit configurer quelle est cette page vue. Donc la variable, est-ce que c'est en fonction du texte, est-ce que c'est en fonction de l'URL, est-ce que c'est en fonction de d'autres éléments? Donc on clique sur choisir une variable intégrée. Vous allez voir qu'en fait il y a pas mal d'éléments techniques. Est-ce que c'est clic élément, clic classe, ID, target, clic URL, etc., etc. Donc nous, ça va être page URL, parce que nous on va dire que c'est quelqu'un qui est allé sur une page spécifique. C'est page URL. Et cette page URL, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est égal à, contient à, commence par, se termine par? Moi j'utilise souvent contient, et ça contient achat. Maintenant, cette balise-là va se déclencher uniquement, j'enregistre, et maintenant cette balise achat va se déclencher uniquement lorsque la page vue, page achat sera vue. Donc on fait enregistrer. Vous faites toujours prévisualiser, et après vous regardez est-ce que ça se déclenche bien sur la page achat. Vu que j'ai pas de page d'achat sur celui-ci, en fait c'est compliqué de vous le montrer, mais en fait vous allez voir que là vous voyez que ma balise achat ne s'est pas déclenchée, et si j'avais une page achat, elle se serait déclenchée. Je vais essayer d'en forcer une. Tac. Est-ce que si je mets achat, même si elle n'existait pas, est-ce que ça va fonctionner? Tac. Ah, là vous voyez qu'en fait, vu que c'était, même si elle n'existe pas la page, vu que moi j'ai forcé l'achat, vous voyez que la balise achat s'est déclenchée.
alors que sur les autres pages, elle ne s'était pas déclenchée. Donc quand vous faites ça, vous allez voir une conversion qui remonte sur Google Ads et comme ça, là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer sur Google Ads d'une manière tranquille, sans faire de grosses erreurs et perdre de l'argent inutilement. Parce que Google Ads, lorsqu'on ne le maîtrise pas bien, vous pouvez perdre beaucoup d'argent d'une manière très, 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 très facile. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. S'il y a des choses qui bug, si l'interface change, etc., mettez-le en commentaire et moi je vous répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.